France Inter, le 7-9. 7h47, votre invité Léa Salamé ce matin est le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Merci d'avoir choisi France Inter pour votre première intervention dans un média depuis l'attaque de Trèbes, en ce jour d'union nationale et à quelques heures de la cérémonie aux Invalides. En quoi, monsieur le ministre de l'Intérieur, en quoi le lieutenant-colonel Beltrame est à vos yeux un héros ? Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, quelqu'un qui d'abord arrive sur les lieux assez vite, et moi je veux souligner la force de réaction des gendarmes qui, 5-6 minutes après, étaient déjà présents sur les lieux. Donc vous êtes dans un moment un petit peu de panique. Une dame est prise en otage et lui va dire moi je me livre prisonnier et c'est avec moi que vous allez traiter. Il s'enferme dans un petit bureau là où on ne le voit plus et donc se fait un face-à-face entre quelqu'un qui veut tuer et puis le commandant lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Donc c'est quand même extraordinaire de dire je donne ma vie, je suis prêt à m'ouvrir pour sauver quelqu'un d'autre. Et donc je pense que voilà, c'est une des valeurs qui dans notre pays est reconnue. S'il y a eu autant de personnes qui finalement ont voulu se manifester. Moi j'ai envoyé à ce moment-là, j'étais sur place, un tweet, il a été relayé par 17 millions de personnes. Cela montre l'émotion qui peut exister en France, en Europe, dans l'ensemble du monde, parce devant que ce geste. C'est allé jusque-là devant ce geste. Il y a eu aussi, et il ne faut pas les oublier, les 3 autres victimes. Les obsèques auront lieu jeudi matin, vous y serez ? Oui, je serai aux obsèques parce que nous voulons honorer l'ensemble de celles et ceux qui sont morts dans cet attentat. Alors l'enquête, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez déclaré quelques heures après l'attaque que Radouane Lagdim avait agi seul, que c'était un acte solitaire. Sauf que voilà, sa compagne a été mise en examen cette nuit pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes. Est-ce à dire que vous ne retenez plus la thèse de l'acte solitaire ? Si vous voulez, quand on parle de solitaire, on veut parler de personnes qui se radicalisent dans un milieu très fermé, c'est-à-dire qui n'ont pas le contact avec le front irako-syrien, qui ne sont pas des exécutants de décisions qui ont été prises dans ces lieux-là. Non, tout seuls, ils se radicalisent entre copains, en regardant des sites internet, et tout d'un coup, sans qu'on puisse le prévenir, ils passent à l'acte. Oui, mais manifestement, il n'a pas agi seul. Il était avec sa petite copine, et donc ils étaient tous les deux, ils échangeaient entre les deux. Voilà, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une bande organisée ? C'est beaucoup dire. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin que Radouane Lagdim avait reçu quelques jours avant l'attaque une convocation par courrier de la DGSI pour un entretien administratif, et en quoi cette convocation a-t-elle pu précipiter son geste ? Oui, c'est vrai qu'il avait reçu une convocation, mais la convocation, c'était plutôt pour lui dire qu'on allait finalement laisser son dossier, parce qu'il y avait eu un examen qui avait été fait par le GED, le groupe d'évaluation départementale, et toutes les écoutes qui avaient été réalisées, en même temps les sources humaines qui étaient près de lui, montraient que finalement, personne ne pensait qu'il y allait avoir une attaque précoce, et donc tout le monde pensait que finalement les choses devaient être laissées en état. Donc vous êtes en train de nous dire ce matin que Radouane Lagdim allait être rétrogradé, c'est ça ? Qu'il allait être mis en veille, comme on en met beaucoup en veille. Hein. Il serait resté fiché S, absolument. Mais moins dangereux, considéré comme moins dangereux. Si vous voulez, nous avons donc dans les fichiers S, comme vous le savez, fichier FSPRT, hein, parce que S, c'est une catégorie différente, c'est lorsque vous passez en voyage et que tout d'un coup vous cliquez et que donc quelqu'un vous prend en charge pour telle ou telle opération. Non, les fichiers qui sont les vrais fichiers, c'est FSPRT, et donc le fichier FSPRT, oui, il peut être soit actif, soit en veille, soit totalement définitivement donc il allait être arrêté. Il allait être rétrogradé. Donc il allait être mis en veille. Du coup, et sans esprit de polémique, c'est important de le dire ce matin, mais est-ce que vous reconnaissez tout de même, Gérard Collomb, qu'il y ait pu avoir un dysfonctionnement dans l'évaluation et le suivi de cet homme-là ? Fiché S, je le disais, depuis 2014, suivi 2016-2017 jusqu'au mois de mars de cette année 2018. Et comment il a pu passer à l'acte ? Et
alors que vous pensiez le rétrograder en considérant qu'il était moins dangereux. Mais si vous voulez, Vous comprenez que ça peut nous rendre... c'est étonnant. Si vous voulez, c'est ce qui est difficile dans ce genre d'affaires. Par exemple, lorsque vous regardez sa journée, le matin, il part de chez lui à 8h30. Il va mener sa petite sœur à l'école qui est au CE2. Donc vous voyez, vous emmenez votre petite sœur à l'école et 1 heure après, vous tuez 2 personnes. Il y a quand même une schizophrénie qui est tout à fait improbable. Et donc, vous ne pensez pas, quand quelqu'un part à l'école, qu'il va, tuer quelques heures après tuer de manière un peu massive. Donc, pas de dysfonctionnement? Non, pas de dysfonctionnement. Pouvez-vous nous dire en un mot les derniers chiffres? Combien y a-t-il aujourd'hui de fichés S radicalisés? Radicalisé, un peu plus de 10 000, 11 000, près de 11 000. L'opposition n'a pas manqué de mots pour fustiger, je cite, la naïveté coupable, l'aveuglement, l'irresponsabilité du président de la République. Marine Le Pen a même demandé votre démission, Gérard Collomb. Laurent Wauquiez vous demande de rétablir l'état d'urgence et d'interner les fichés S les plus dangereux. Vous lui répondez quoi? Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur l'état d'urgence, on s'aperçoit que pendant l'état d'urgence, nous avons connu 5 attaques. Qu'il y a eu Magnanville, qu'il y a eu Nice, qu'il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray, qu'il y a eu Xavier Jugelet sur les Champs-Élysées, qu'il y a eu Marseille-Saint-Charles. Ça veut dire que ce n'est pas l'état d'urgence qui supprime tout attentat. Vous savez que lorsque nous avons supprimé l'état d'urgence, nous avons remis en place parallèlement la loi SILT, qui reprend une des grandes directions et qui nous permet aujourd'hui de prendre les mesures qui sont nécessaires. Hier, Christophe Castaner disait que ces déclarations de Laurent Wauquiez étaient indignes et bêtes. Vous reprenez ces termes? Je dirais que hier, j'ai rencontré la famille du militaire. Et quand je voyais la sérénité de la famille qui disait « nous ne sommes pas dans la revanche, et nous voulons que la France continue à être fraternelle », et que je voyais les déclarations de Laurent Wauquiez, je me disais quand même qu'il y avait 2 familles différentes, 2 façons de penser différentes. Autre actualité très forte ce matin, Gérard Collomb, les suites de l'assassinat de Mireille Knoll, 85 ans, tuée de 11 coups de couteau, son corps brûlé. Les Juifs ne sont plus en sécurité en France, a dit hier à votre place Malek Bouti. Il a raison? Il a raison, sans doute. Lorsque je regarde le nombre de faits commis depuis le début de l'année, c'est 33 faits qui ont été commis. Oui, on voit au cours de différentes années monter un antisémitisme fort. Vous voyez, dans ma génération, on pensait que c'était quelque chose de terminé, qu'après la Shoah qui avait marqué un choc pour tout le monde, jamais plus il n'y aurait ce type d'attaque systématique. Et puis, on voit aujourd'hui que cela reprend de manière extrêmement forte. Vous avez déclaré hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que l'un des 2 auteurs présumés du crime avait dit à l'autre « c'est une juive, elle doit avoir de l'argent ». Vraiment, il a dit cette phrase-là? C'est une phrase qui est inscrite dans le dossier? Ils sont allés attaquer parce qu'ils pensaient que cette dame, qui ne pouvait plus se déplacer, donc qui était une proie facile, avait effectivement de l'argent qu'on pouvait prendre facilement. Quel est le profil de ce Yassine de 28 ans? Est-ce qu'il était radicalisé? Non, alors pas du tout. Lui, c'était le profil petit voyou de quartier qui allait faire des rapines. Je rappelle qu'il devait avoir otage, le chiffre va sans doute être faux, mais 22, 24 tages. Donc inscription au fichier. Donc on voit bien qu'il avait commis toute une série de larcins avant de tuer cette personne. Et dans ce cas-là, est-ce que vous voyez un dysfonctionnement, vu qu'il était connu des services de police Mais le président de la République a dit encore, je crois, ces jours-ci, qu'il fallait que les peines soient effectuées. Je pense que quand vous avez 24 faits inscrits au otage, à un moment donné, il faut que la justice soit radicale, parce qu'autrement, il n'y a plus de sens de la peine, et donc il faut retrouver ce sens de la peine. Vous irez à la marche blanche ce soir? Oui. Est-ce normal que le président du CRIF déclare que le Front National, mais aussi Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ne sont pas les bienvenus à cette marche blanche? Alors ce qu'il faut voir, c'est l'évolution qu'il y a eu depuis quelques années, je dirais même quelques mois. Un certain nombre de personnes qui font partie du groupe de Mélenchon ont pris des positions
très, très abrupte, avec la République indigène, des gens qui finalement sont pour la séparation des races. C'était quand même des positions très difficiles. Est-ce pour autant qu'il faut exclure Jean-Luc Mélenchon de la Marche Moi, blanche? je pense que Jean-Luc Mélenchon, au-delà de ses idées, est quelqu'un qui appartient à la famille républicaine. Donc, je pense qu'il a montré hier dans l'Assemblée nationale qu'il souhaitait faire partie de la communauté de l'Union nationale. Je pense que c'est bien qu'il ait pris ses positions. Donc vous ne comprenez pas ce que dit le président du CRIF? Donc, vous savez, c'est le problème de la rédemption. Quand on a beaucoup péché, il faut essayer d'aller pouvoir aller vers mieux. On ne comprendra pas, mais on va passer. Stéphane Gatignon, l'emblématique maire de Sevran, soutien d'Emmanuel Macron, a démissionné hier. Fatigué, dit-il, du mépris de l'État pour ses banlieues. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin en 2 mots? Alors, si vous voulez, je ne connais pas le cas précis, mais en tout cas, je pense que le véritable enjeu pour notre pays, ce sont ces quartiers. On a beaucoup focalisé dans les mois qui viennent sur le rural et l'urbain. Non, le vrai problème, c'est les quartiers où finalement un certain nombre de jeunes désespèrent. Vous allez recevoir bientôt le rapport Borloo dans 15 jours sur ces quartiers notamment. Merci Gérard Collomb d'avoir répondu à nos questions. Belle journée à vous. Merci. Merci Léa et à tout à l'heure.